Je vous remercie pour votre invitation. Alors déjà, je tiens à préciser que j'ai menti pour le titre. Enfin non, je crois que c'était un consensus avec les organisateurs. Donc j'ai été faible face au consensus. Donc je vais préciser, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises depuis le début de la journée. Donc effectivement, quelle contribution de notre système de santé à la transition environnementale? Ça sera plutôt la transition énergétique, parce que j'ai beaucoup parlé d'impact carbone. Mais je tiens quand même à préciser dès maintenant qu'en fait, vous pouvez quand même croiser les politiques de réduction de l'empreinte carbone avec les politiques environnementales d'une manière générale et impliquer notamment les enjeux de biodiversité. Ça ne marche pas toujours et on en est très conscient, mais ça marche parfois. Enfin, on pourrait parler de perturbateurs endocriniens, du plastique, etc., qui est un produit de la pétrochimie. Mais voilà, il y a beaucoup de façons de superposer quand même ces politiques et ces enjeux. Donc aujourd'hui, je vais plus spécifiquement vous parler d'un travail qu'on a réalisé en collaboration avec un think tank que vous connaissez peut-être qui s'appelle The Shift Project, qui travaille à la décarbonation de l'économie et qui s'est intéressé au sujet de l'empreinte carbone du système de santé français. Alors, juste un petit rappel, évidemment, le secteur de la santé, il est doublement exposé aux enjeux climatiques. Premièrement, parce que c'est le secteur de la santé qui va recevoir la pression des conséquences des changements environnementaux et surtout climatiques dans ses services directement. Au mois de mai, quand il a fait 51 degrés à Jacobabad, en fait, c'est les hôpitaux qui ont été bondés. Et donc là, on voit bien que les conséquences environnementales, elles impactent directement les systèmes de santé. Mais dans le même temps, ces systèmes de santé, eh bien, ils sont totalement dépendants des énergies fossiles. En témoigne le dernier rapport du Lancet Countdown, dont le titre est assez fort, le système de santé à la merci des énergies fossiles. Je pense que moi-même, je n'aurais pas osé titrer ma présentation comme cela. Et pour se rendre compte que l'enjeu, il est mondial pour les systèmes de santé, je vous présente juste deux courbes, enfin quelques graphiques sur la base d'un papier qu'on a rédigé avec un doctorant qui s'appelle Baptiste Andrieux, qui travaille sur les systèmes énergétiques. Et vous voyez ici dans ce graphique, en fait, en ordonnée, c'est la quantité d'énergie consommée par tête pour les systèmes de santé. Et en abscisse, vous avez le niveau de qualité et d'accès aux soins. Donc ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Et ce que vous pouvez constater aussi, c'est que ce n'est pas exactement une proportionnelle. C'est plutôt une exponentielle. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voulez gagner un tout petit peu plus de qualité de soins dans votre hôpital, en fait, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie et pas un petit peu plus d'énergie. Si on reporte ça au niveau mondial et qu'on se dit, donc chaque point c'est un pays, la taille des points c'est la population, et qu'on se dit qu'on aimerait que tout le monde, par exemple, soit au moins à 70% d'indice qualité ou au moins à 80% d'indice qualité, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne le graphique là, que vous avez à droite. Donc si on veut que tout le monde soit à 70%, il faut rajouter à peu près un tiers de la consommation énergétique actuelle de tous les systèmes de santé dans le monde. Si on veut que tout le monde soit à peu près au niveau de la France, c'est-à-dire autour de 90%, là, il faut multiplier déjà par 4, plus 300%. Si on veut que tout le monde soit proche de 100%, il faut multiplier par 8, c'est-à-dire que ça représente presque la quasi-totalité de l'énergie consommée dans le monde aujourd'hui par tous les pays, ce qui est évidemment impossible. Donc, par construction aussi, j'aimerais bien faire le lien avec ce qui a été dit avant. Par construction, les systèmes de santé aujourd'hui tels qu'ils sont structurés, dans leur modèle de production, d'acheminement et de livraison de soins, sont inégalitaires. Parce que de toute façon, on ne pourra pas les reproduire à l'ensemble des pays. Alors au niveau du bilan carbone du secteur de la santé français, je vais passer assez vite sur la méthodologie et le périmètre de l'étude, mais nous on a regardé tout ce qui se passe dans la forme oblongue, là vous voyez, donc tout ce qui se passe autour du patient pendant son parcours de soins. Donc qui il va voir ? Il va voir son médecin, il va voir également son officine, sa pharmacie, ses centres d'imagerie, etc. L'intégralité des intrants sont aussi pris en compte, c'est les petits points gris que vous voyez. Je ne sais pas si je peux pointer. Vous avez, donc c'est l'industrie pharmaceutique, la medtech, etc. Et bien sûr, on a compté les transports. On a exclu dans cette version les instances de régulation, l'administration publique ou les assurances maladie. On pourrait les inclure, notamment pour tout ce qui est des investissements du milieu assurantiel aujourd'hui, qui ne comptent pas pour rien dans l'empreinte totale. Alors, parce que dans la littérature en général, c'est ce périmètre-là qui est pris en compte quand on calcule l'empreinte carbone du secteur de la santé. Donc aujourd'hui, on est sur une fourchette. Alors on parle maintenant de fourchette parce qu'il y a des incertitudes sur les facteurs d'émission,
mais on va dire autour de 40-45 millions de tonnes équivalent CO2, la fourchette très basse étant au moins 33, ce qui représente 6 à 8% de l'empreinte nationale, c'est quand même tout à fait significatif, avec plus de 80% de ces émissions qui sont dites indirectes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas produites sur le lieu du soin. D'accord ? Elles sont en amont ou éventuellement en aval, mais elles ne sont pas produites sur le lieu du soin. L'achat de médicaments et dispositifs médicaux représente aujourd'hui entre 35 et 50% de ce total. Et le bilan carbone qu'on vous présente aujourd'hui est encore légèrement incomplet. Donc, outre l'administration qu'on a exclue, qu'on pourrait tout à fait inclure, il y a aussi d'autres déplacements qu'on n'a pas pu chiffrer. Par exemple, les déplacements des praticiens à des congrès. C'est quelque chose qu'il est difficile de tracer comme données, ou les émissions fugitives de certaines climatisations, etc. Si on regarde au niveau de la répartition, ben vous pouvez voir tout ce qui est bleu foncé, ce que je vous ai dit, c'est les émissions indirectes. Et la partie orange, ça va être plutôt la consommation énergétique directe. Donc ce bilan carbone, il est dominé très largement par les intrants et par les achats de médicaments et de dispositifs médicaux. La partie grisée, c'est pour l'incertitude des facteurs d'émission. On pourra en reparler après si vous voulez. On a aussi entre 15 à 20% de cette empreinte qui est due au déplacement. La même chose pour la consommation énergétique. Également un peu plus de 10% certainement liés aux immobilisations. Dans ces immobilisations, bien sûr, il y a les constructions, mais pas que, il y a tous les achats qui vont durer plus d'une année. Donc normalement, tout le numérique ou tous les dispositifs qui contiennent du numérique sont compris là-dedans, et la part du numérique a tendance à augmenter dans ces immobilisations également, puisque, comme vous le savez peut-être, le numérique est une industrie très polluante et notamment très carbonée. Et également l'alimentation, autour de 6 à 8%. Et enfin, d'autres services tels que le retraitement des déchets, par exemple, ou encore l'utilisation de gaz médicaux qui, ensemble, représentent 2 à 3% de l'empreinte. Alors, dans le cadre de notre travail de recherche, on a aussi proposé une feuille de route. On n'est pas les premiers à faire ça. Le NHS a commencé à travailler sur les enjeux de décarbonation de leur système de santé en 2009. Donc, il y a eu une première évaluation de l'empreinte carbone du système de santé anglais en 2009. Et ils ont, à partir de là, commencé à mettre en place un certain nombre de mesures de décarbonation. Ils ont réussi, eux, à faire une baisse de 26% de l'empreinte, ce qui est très, très important, hein, de réduire d'un quart son empreinte carbone. C'est vraiment un effort colossal. Mais ils partaient de plus haut. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui étaient peut-être plus faciles au départ. Alors, au niveau de la feuille de route que nous, on propose dans le rapport, il y a un certain nombre de prérequis aux mesures par poste, hein, qu'on va pouvoir regarder après. Les prérequis, c'est par exemple d'avoir un BGES. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un BGES. C'est un bilan de gaz à effet de serre que vous devez obligatoirement publier sur le site de l'ADEME quand vous êtes une organisation publique de plus de 250 salariés ou une privée de plus de 500 salariés. Donc normalement, la quasi-totalité des établissements de santé ou médico-sociaux devraient publier leur bilan de gaz à effet de serre sur l'ADEME, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour tout un tas de raisons dont on pourra discuter. Eh bien, ce bilan de gaz à effet de serre, aujourd'hui, il n'inclut que deux scopes. Alors, c'est en train de changer, mais c'est-à-dire la partie orange que vous avez vue dans le diagramme précédent. Et donc, en fait, si vous ne demandez pas la publication des émissions indirectes, vous pouvez passer très, très facilement à côté de 80% de l'empreinte de votre établissement ou du système que vous êtes en train de regarder, ce qui va certainement fausser après les mesures que vous allez mettre en place pour pouvoir viser les moins 5% d'émissions par an, qui sont, je le rappelle, les engagements de l'accord de Paris. Également, pour avoir des chiffres plus précis sur cette partie émissions indirectes, il nous faut des analyses de cycle de vie des médicaments et des dispositifs médicaux, des ACV. Alors peut-être pas des analyses de cycle de vie complet, mais en tout cas le contenu carbone, ça serait certainement le minimum. Alors pourquoi aussi le contenu carbone, c'est intéressant? Parce que c'est quand même une traduction quasi directe aujourd'hui de la consommation énergétique. Alors oui, je sais, on parle beaucoup de transition, mais en fait, des transitions énergétiques, on n'en a jamais réalisé. Ce qu'on a fait au cours de l'histoire, c'est essentiellement un empilement énergétique. Ça, l'historien Jean-Baptiste Fressos en parle très bien, et c'est tout à fait fascinant d'ailleurs comment il décrit l'évolution des termes et pourquoi le mot transition énergétique a été utilisé à un moment donné, parce que ça permettait notamment de relancer l'industrie du charbon à l'époque. Donc vous voyez, il
y a aussi ce besoin de comprendre que cet impact carbone, c'est quasiment une traduction directe de la consommation énergétique et donc des liens de dépendance qu'on peut avoir avec l'extérieur. Et puis les enjeux de formation qui sont très importants. Hein. Aujourd'hui, le développement durable ne fait pas forcément partie, par exemple, de l'éthique médicale. C'est quelque chose qui est en dehors. Il y a le soin d'un côté et puis il y a l'écologie, l'environnement de l'autre. Or, comme on l'a vu depuis le début de cette table ronde, c'est intimement lié et ce n'est pas assez connu. Sur le système de santé dans sa globalité, je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est cette même idée de transparence, hein, imposer peut-être un éco-score ou un carbon score sur tous les produits de santé. Et puis également pour les projets de recherche, aider à l'orientation des projets de recherche sur ces problématiques transversales. On y revient, être peut-être moins sectorisé. Et aussi, quand on fait un déploiement de technologies médicales, eh bien, calculer le coût carbone de ce déploiement. Parce que finalement, c'est une dette. Hein, c'est une dette environnementale, ce coût carbone dans le déploiement d'un projet. Et ce n'est pas parce que potentiellement on va en retirer un bénéfice pour la santé de la population qu'on ne doit pas regarder ce que ça peut impliquer en termes d'effets négatifs. Et puis après, bien sûr, nous avons regardé l'ensemble des mesures spécifiques, donc par poste, les achats, les déplacements, la consommation énergétique, etc., avec des mesures qui ressemblent à celles que vous pouvez avoir dans les autres secteurs d'activité. Priorité aux postes les plus émissifs, et ce qu'on a fait dans le cadre du rapport, c'est l'évaluation du carbone évité à chaque mesure qu'on a proposée. Parce que c'est vrai qu'on fait des propositions, mais on n'a pas forcément de visibilité sur ce que ces mesures vont pouvoir en pratique permettre de réduire chaque année. Si c'était le cas, on ne serait pas à moins 1%, mais on serait bien à moins 5% chaque année de réduction d'émissions. Donc sur l'évolution des émissions du secteur de la santé, donc vous voyez la première grande barre bleue, c'est à peu près les émissions qu'on a aujourd'hui. Celle que vous avez après, c'est l'empreinte 2050 avant transformation. Si on ne fait rien, on dépasse certainement les 50 millions de tonnes équivalent CO2. Et après, vous avez la waterfall, comme disent les ingénieurs du groupe, donc la chute de carbone et non pas la chute d'eau, avec les différents postes qui sont impliqués. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, pour les transports, vous retrouvez la construction des plans de mobilité, avec d'ailleurs les acteurs territoriaux. Hein. Encore une fois, on reboucle sur cette notion de transversalité. Et également la question des usages. Est-ce qu'aussi, il ne faut pas commencer à se poser la question de la limitation des distances parcourues quand c'est possible ? Sur la question de la rénovation, c'est aussi des choses que vous avez dû beaucoup entendre. Il faut absolument accélérer la rénovation des bâtiments de santé pour tout un tas de raisons, et notamment aussi pour le confort des praticiens et des professionnels de santé qui se retrouvent parfois dans des chambres qui sont à plus de 32 ou 33 degrés quand on est en période de canicule, qui doivent fermer des blocs opératoires parce qu'ils sont trop chauds, ou dont les ascenseurs tombent en panne parce que les moteurs sont à l'étage et n'ont pas supporté la dernière canicule de 2019 par exemple. Donc je vous donne des anecdotes, je ne vous dis pas que c'est généralisé, hein, bien sûr, je vous donne des anecdotes sur des témoignages que j'ai pu avoir de direction hospitalière, et c'est vrai que cette question de l'innovation, elle est très importante, même si par ailleurs elle pose d'autres problèmes, on pourra en reparler. Sur l'alimentation, je vais pas reboucler sur ce qui a été dit sur le bœuf, mais c'est vrai qu'en termes d'émissions carbone, une alimentation plus végétale est beaucoup moins émissive. Je me permets aussi d'insister sur le fait que c'est plutôt le local et de saison qui va être impactant en comparaison au biologique, par exemple, qui, pour le coup, ne fait pas beaucoup gagner en termes d'empreinte carbone, mais fait peut-être gagner en termes de capital santé. L'interdiction des gaz fortement émetteurs d'effet de serre, hein, parce que les gaz anesthésiants aujourd'hui, c'est un pouvoir réchauffant qui est entre 500 et 1500 fois supérieur à celui du CO2. Et puis soutenir peut-être la production de dispositifs réutilisables en France. Sur les achats spécifiques, là, on est de l'ordre des propositions. Donc je vais remonter plutôt par le bas. Il y a des discussions sur la relocalisation d'une partie de la production pharmaceutique. Il y a aussi le fait de discuter sur le recours aux médicaments et réduire le gaspillage. On est entre 30 et 50% de médicaments non utilisés en France. Donc on sait que c'est difficile, on sait qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent dessus, mais il y a certainement aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Le renforcement des politiques d'achat responsables et peut-être intégrer dans les appels d'offres aujourd'hui certains critères comme si vous ne publiez pas votre contenu carbone, vous ne faites plus partie des fournisseurs. Alors vous allez me dire, mais on ne peut pas faire ça. Eh bien, le NHS le fait. Voilà.
C'est quand même dommage que les Anglais nous passent devant. Non, le NHS le fait. Donc en 2028, les fournisseurs de produits pharmaceutiques qui ne publieront pas les contenus carbone de leurs produits ne feront plus partie de la liste des fournisseurs. Au niveau français, on peut penser au levier du remboursement. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on ne peut pas demander à la publication de contenu carbone comme critère pour les remboursements, et également au niveau européen sur la délivrance de l'AMM. Alors, est-ce que tout cela est suffisant? Eh bien, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué juste avant, mais l'ensemble des mesures qu'on propose ici, c'est moins 50% de l'empreinte carbone. Si on veut respecter les accords de Paris, normalement, c'est moins 80%. Donc, il reste encore 30% à aller chercher avec notre système de santé actuel. Et ce n'est pas une petite part. Donc, ce qu'on propose, c'est une réflexion vers un modèle de santé soutenable, c'est-à-dire capable de résilience et de sobriété. Gros enjeu de résilience en ce moment avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Et de sobriété parce qu'on l'a vu, la consommation d'énergie, c'est polluant et en plus, ça nous met dans une situation de tension par rapport à l'extérieur, qui garantit la santé des populations en maîtrisant le besoin de santé. Ça veut dire qu'il faut évidemment s'attaquer fortement aux enjeux de prévention. Par le basculement vers un système préventif fondé sur les politiques transsectorielles, comme on vient de l'évoquer ensemble. Alors là, juste en illustration, en conclusion, le dernier rapport du Lancet montre aussi cela, les co-bénéfices santé et climat. Donc là, vous avez sur les questions de pollution de l'air intérieur, pollution de l'air extérieur, l'alimentation, l'enjeu de l'alimentation, d'une alimentation, encore une fois, plus végétale, plus locale, et également la promotion des mobilités douces, de l'activité physique douce, des activités physiques ou des mobilités douces. Aussi, ce qui est important de remarquer, ça c'était un poster qui a réalisé l'association qui est très active sur le sujet Healthcare Without Harm, c'est que le secteur de la santé a vraiment une position unique pour adresser ces enjeux de changement climatique. Pourquoi? Parce qu'il peut en faire une problématique de santé publique. Et si on veut que, je pense que la question écologique soit vraiment prise à bras le corps, d'une manière générale dans le milieu politique, il ne faut pas que ce soit juste une question environnementale ou une question ingénieurique ou une question scientifique, il faut que ça devienne une norme sociale. Il faut que ça devienne amoral de ne pas se préoccuper de la question environnementale, parce que voilà, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas laisser en plan, et de fait, en faire une problématique de santé publique, c'est un très bon moyen d'y arriver. Ah oui, donc c'est la deuxième partie de ma conclusion, et je m'arrête là après. Je vous ai parlé de l'appétit énergétique du système de santé, mais en conclusion, j'aimerais vous dire que l'appétit énergétique de la bonne santé, ce n'est pas forcément le même que l'appétit énergétique des systèmes de santé ou des systèmes de soins. Et là, c'est pareil, c'est la dernière publication du Lancet 2022 sur le sujet, qui est sortie il y a 3 semaines. Vous pouvez voir que les pays qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre ne sont pas forcément ceux qui vivent le mieux ou le plus longtemps. Donc il y a quand même une corrélation, mais par exemple, les États-Unis font figure de très mauvais élèves. Et puis, vous voyez que la France n'est quand même pas si mal située. Alors, ça veut dire qu'il y a quelques années en bonne santé qui sont perdues, mais proportionnellement aux émissions qui sont 2, 3, 4 fois moindres parfois, est-ce qu'il n'y a pas aussi là un bon compromis? Je ne sais pas. Et ça, c'est dû au fait, on ne va pas le rappeler, mais que le système de santé et de soins, c'est un des déterminants de la santé, et ce n'est pas évidemment le seul. Et enfin, en 2017, la Banque mondiale avait sorti un rapport sur les systèmes de santé décarbonés et résilients à l'adresse des pays en voie de développement. En 2021, ils ont produit un accord à la COP26, un accord donc des Nations Unies, un engagement de plus d'une 50aine de pays sur les systèmes de santé décarbonés et résilients, qui a embarqué pour le coup pas du tout que les systèmes en voie de développement, mais une grande partie des systèmes développés, États-Unis, Espagne, Allemagne, Angleterre, etc. Et la France n'est pas signataire de cet accord à ce jour. Donc je me permets de le rappeler à chaque fois que je suis présente dans des instances, parce que je pense que ça peut être un levier aussi important de travailler sur ces problématiques avec l'international. Je vous remercie de votre attention.